one of the greats. Ryan Coogler est vraiment un des plus grands, un des plus grands. Ça, on peut le mettre à côté des gens un peu de sa génération qui sont sortis là. On peut le mettre à côté des Damien Chazelle et tous les petits jeunes un peu. Il est plus, bon, il est toujours jeune, hein, il est très très jeune. Il a explosé très tôt, hein. Il est dans la case un peu des grands réalisateurs de son époque. C'est pas forcément le nouveau Spike Lee. Faut qu'on arrête un peu les conneries. Et comme je le dis toujours, il n'est pas Spike Lee. Il n'est pas John Singleton. Pas parce que dès que vous voyez un noir, vous commencez à l'adouber sur les mêmes codes et les mêmes trucs. Non. C'est pas les mêmes thèmes. Comme je vous l'ai expliqué sur ce sujet-là qui apparaît sur vos écrans, qui est disponible encore sur Patreon, qui est disponible encore là sur Patreon et tout. Ryan Coogler est avant tout quelqu'un qui fait un cinéma qui se rapproche beaucoup plus de l'auteur et qui raconte beaucoup plus des histoires personnelles, même si ce dernier film-là est beaucoup plus vindicatif que les autres films qu'il a fait par le passé. C'est-à-dire, c'est Fruitvale Station, Creed, Black Panther. Black Panther 2, bon, je ne le compte pas trop dans sa filmographie parce que vous savez ce qui s'est passé avec la mort du héros et après ça a donné un peu un globibula qui était un peu insupportable où il a énormément répondu au cahier de charge que l'ont imposé Disney. Si vous voyez l'affiche, ce que je veux dire, sans pour autant qu'on me prenne pour un incel ou un fils spirituel d'Andrew Tate ou Alexis Chance, je crois que quand vous voyez quand même l'affiche, tu vois l'agenda que les mecs de Disney l'ont imposé. Je pense pas qu'il était dans ce délire-là, à la base. Mais bon. Soit fermons les yeux. Mais le deuxième, mais Sinner, c'est son film un peu plus vindicatif, hein. Alors là, il va pas de main morte. On sent que, avec surtout les dernières informations que j'ai eues, puisqu'il est maintenant en indépendant, plus ou moins, avec la société de production qu'il a sorti avec sa femme et un autre, j'avais sorti même ça il y a quelques mois. Société de production qu'il a avec sa femme parce que c'est son premier film qui sort sur sa société de production maintenant, ce qui lui donne encore beaucoup plus d'indépendance par rapport au studio. Il y a ce fabuleux article et je remercie la personne qui apparaît sur votre écran là, qui est toujours riche en informations. Cette personne qui s'appelle Paolo Audrey, qui est un peu dans, je ne sais pas trop exactement, mais qui est toujours très riche en informations. Donc chaque fois que je vais sur son Instagram et autres, n'hésitez pas à la suivre, n'hésitez même pas à suivre aussi ses activités. Je pense qu'elle a un truc qui s'appelle Club Added qui peuvent être intéressantes, donc n'allez pas, je vais mettre le lien en description et tout, parce que ces personnes, quand tu vois quelqu'un qui est riche en informations et qui t'élève dans certaines informations, tu l'écoutes et tu donnes des crédits à cette personne-là, parce que je pense qu'on vit une société où les gens n'aiment pas donner les crédits aux gens. Ils prennent, ils donnent les informations, ils te disent pas, ah, vous savez, l'information là, ça vient de là, là, là. Non, moi, je suis pas comme ça. Moi, je donne toujours les crédits aux gens. Et dans l'information qu'elle a su magnifiquement mes trucs, apparemment, il y a eu des bagarres pour faire ce film, hein, des bagarres avec les studios dans les négociations de contrats et tout. Et à la fin, je suis beaucoup globalement répuisé. Ryan Coogler va devenir je crois que c'est quoi, il va devenir détenteur maintenant des droits du film, ce qui est très rare. J'ai pas entendu un truc comme ça depuis George Lucas, hein. C'est-à-dire que George Lucas qui détient le droit de ses films, détenteur des droits de ce film, si je résume à peu près un peu ce que l'article raconte, il est devenu détenteur des droits de ses films. De ce film-là. En tout cas, de ce film-là. C'est son premier film, ou bien ça va être 25 ans après, je ne sais plus exactement. Mais, ce genre de trucs-là, moi je rigole parce que je me rappelle un peu les trucs que George Lucas avait fait un peu dans les années 70 avec Star Wars et qu'il est devenu le paria d'Hollywood, le paria d'Hollywood. Les gars le supportaient pas George Lucas parce que j'ai dit, ah, attendez-vous à ce que Ryan Coogler ait aussi des genres de problèmes comme ça. Surtout quand tu vois un noir qui commence à réfléchir comme ça et qui commence à développer leur propre indépendance. Dans le milieu d'Hollywood, on n'aime pas trop ça. On aimait bien quand tu étais le noir qui nous faisait pleurer, qui nous faisait trucs et que tu étais un peu notre employé. Quand tu veux devenir un peu l'employeur, ça commence un peu à faire chier
certaines institutions. Et crois-moi que les gars t'ont à l'œil maintenant, mec. Ils t'ont vu avec ton sourire, ton truc, ton œil très calme là. Ils croyaient que tu étais un gars très truc. Ils ne savaient pas que toi, tu étais en train de les finesse depuis. T'as entendu de voir et comprendre comment l'industrie fonctionne. Maintenant, tu as un peu roulé ta bosse. Et ils vont pas te lâcher. Ils ont fait ça à Georges Lucas. Ils ont pris après le truc de son star. Ils vont pas te lâcher. Ils vont vraiment pas te lâcher. Ils vont faire en sorte de te bien un truc là. Parce que s'il y a bien un truc que Hollywood n'aime pas, c'est ça. Et s'il y a bien encore un truc que Hollywood n'aime, c'est voir un noir qui fait ça. Il sait pas ça. Il sait pas ça. Donc voilà, le truc Sinners, c'est un fabuleux film. C'est un film très vindicatif qui s'inspire foncièrement de la mythologie de Robert Johnson. Parce que quand j'ai commencé à voir la première scène avec l'apparition du personnage principal qui est ce jeune bluesman là, qui est vraiment le personnage principal du film hein, globalement. C'est pas le personnage de Smoke et Stax joué par Michael B. Jordan. C'est vraiment beaucoup plus ce gamin parce que l'histoire est racontée autour du gamin. C'est ça que je dis souvent. Les personnages principaux, c'est pas ceux qui brillent, c'est ceux qui racontent l'histoire. Sur les yeux de qui on raconte l'histoire. Et foncièrement, l'histoire est racontée sur les yeux de ce gamin-là qui raconte un peu plus ou moins ce qui lui est arrivé dans le dans cette nuit un peu folle qu'il a vécue. Et puisque on va se souvenir de ce qui s'est passé un peu dans cette nuit-là. Et Ryan Coogler. Et dans ce truc-là, ça s'inspire beaucoup de Robert Johnson. Robert Johnson, c'est qui? C'est un peu ce bluesman, un peu. Je l'avais découvert à l'époque où je suivais l'album de Disco Teron, I'm New Here. C'était le dernier album sorti de ce moment. Il y avait une chanson qui me marquait beaucoup qui s'appelait Me and the Devil. Cette chanson-là, j'ai découvert quelques mois plus tard que c'était une reprise d'un bluesman des années, je sais pas, 40, 50 et tout. Et dans ma curiosité, je suis parti encore chercher à l'époque qui était ce bluesman. On va, le nom c'était Robert Johnson. Robert Johnson, c'est la première fois que j'entendais le blues. Je pense que c'est les années 2010-2011 hein, que j'entendais ça. Tout. Et à l'époque, je découvre un peu le nom de ce gars-là. Je dis, ok, c'est qui ça, le blues? Je crois que même mon introduction au blues, ça a été ce mec. Ouais, je pense, oui. Et je me rends compte de l'histoire un peu fascinante, un peu de ce gars dont on ne sait pas s'il a vraiment existé, qui est une figure mythique du blues, dont on dit qu'il est mort à 27 ans. Et il y a cette mythologie autour du personnage de Robert Johnson qui dit, à un moment donné, il n'était pas forcément un guitariste qui était des guitaristes médiocres et qu'il a rencontré le diable, qu'il a fait qu'il devienne l'un des guitaristes les plus incroyables qui soit. Et tout. Et qu'il avait tout, qu'il y a une mythologie autour de ça. C'est pour ça qu'il y a même cette chanson qui s'appelle Me and the Devil où il raconte un peu cet état de fait, soi-disant. C'est un peu la légende est un peu partie autour de là. Et il y a même, pour un peu ajouter un peu dans la conversation, un manga que je me rappelle qu'il y avait il y a 10 ans, c'était un ami qui s'appelle Mohamed Lo, qui avait un manga qui racontait, qui utilisait aussi cette mythologie là pour faire une histoire de ça en manga et tout. Ça s'appelait bien de où ça apparaît sur vos écrans là. Et je me suis dit, ah, quand j'ai vu la première scène avec le gamin revenir en sang et entrer dans le truc de son père, où j'ai eu la grande surprise de découvrir que Saul Williams est dans le film, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Une belle surprise. Ça, j'ai trouvé, ah, Saul Williams. Et tout directement, je me suis dit, ah, ok. Le film s'inspire de l'histoire de Robert Johnson. Je suis parti vérifier. Comme on voit dans les articles là, ça s'inspire vraiment de l'histoire de Robert Johnson et de la mythologie quand il avait rencontré le diable. Donc c'est ça qui a sûrement créé le pitch original pour pouvoir écrire le scénario sur ce truc, puisque Ryan Coogler a écrit ce film. Faut le dire, parce que on aime souvent regarder le nom des réalisateurs, mais ce qui est bon aussi, c'est de regarder le nom de celui qui a écrit le film. Il a écrit encore ce film. Et les scénaristes, parfois, sont très mésestimés, même dans le truc d'Hollywood. Alors que parfois, c'est les scénaristes, c'est même le truc le plus dur. Plus que réalisateur. C'est parce que le plus dur, c'est créer un univers. Comment tu le crées? Et tu le crées comment? Pas forcément en ayant des idées de réalisation, mais en une idée de script et de scénario. C'est pour ça que certains prennent des gars qui sont doués par rapport à ça. Scorsese qui prenait Schrader exactement pour écrire un peu la plupart de ses films. Et il y a certains qui font ça pareil.
Coogler, lui, il écrit ses propres films. Comment il s'appelle Tarantino, il écrit ses propres films. C'est pour ça que je l'ai dit, je les appelle des auteurs, beaucoup plus que des réalisateurs, parce qu'ils ont un sens de l'écriture haute tout, je le sais. À mon humble niveau, j'écris aussi. Et voilà, voilà, le film s'inspire de cette mythologie, de cette fabuleuse mythologie-là. Et puisqu'elle s'inspire de cette mythologie, dans cette histoire qui raconte un peu l'histoire de deux jumeaux, Smoke et Stax, qui sont des gangsters, des anciens soldats devenus gangsters qui ont un peu fait finance un peu dans le banditisme à Chicago et qui reviennent un peu dans le soi-disant Vietnata pour fonder un peu un jukebox qui est une sorte un peu de boîte, bar de nuit de l'époque un peu des années 50 pour essayer de faire fortune. Ils prennent même le temps de payer même un peu le terrain un peu de blanc là qui est apparemment aussi un truc de Ku Klux Klan. Et la soirée se passe, tout la soirée se passe bien. Tout, il invite son jeune cousin aussi à venir faire du blues et fonde son équipe. Et le temps d'un instant, ils vivent un truc de main jusqu'à le gamin commence à chanter et invoque le diable et invoque les vampires et les diables qui viennent un peu les faire un peu et vouloir les faire devenir vampires plus ou moins. En gros, je résume le film, mais c'est ça. Mais dans ce film-là, comme je l'ai dit, il est beaucoup plus vindicatif. Beaucoup plus vindicatif qu'on le pense. Beaucoup plus vindicatif parce que c'est la première fois que Ryan Coogler tape l'établissement comme ça. D'habitude, il faisait pas ça. D'habitude, quand tu regardais ce truc, il se disait, c'est pas qu'il ne l'évoquait pas. Il l'évoquait, mais il se concentrait plus sur l'histoire personnelle. Là, quand même, il y va. Que ça soit avec les personnages qui évoquent le Ku Klux Klan, que ça soit un peu le contexte du personnage dans le monde un peu de la ségrégation, ségrégation un peu raciale. Beaucoup de thèmes, sous-thèmes sont trucs comme ça. Même comme d'habitude, le thème principal, c'est par rapport à l'héritage et la paternité. C'est pour ça que ça s'ouvre même avec le fils qui part rejoindre son père à l'église. Ça s'ouvre avec cette scène-là. Parce que toujours dans Ryan Coogler, le plus important dans sa filmographie, comme je vous l'ai expliqué sur ce sujet qui apparaît sur vos écrans, c'est toujours de raconter une histoire sur l'héritage et la paternité. Et quand tu regardes l'histoire aussi des frères Smoke et Steak, ils rapportent aussi un héritage forcément douloureux par rapport à leur père. Et l'autre qui, comment il s'appelle le personnage, je sais plus comment s'appelle le petit jeune là qui joue le blues là, qui est apparemment le back vocaliste de Heur à la base, qui essaye lui aussi de ramener, d'avoir, qui est un peu lui, comment on appelle ça, il refute l'héritage de son père parce que son père, si je me trompe pas, si je me souviens un peu bien encore dans le film, son père est un peu dans la chrétienté et tout. Et dans la chrétienté, comme il est un pasteur, il refuse aussi l'influence un peu aussi de cet héritage-là. Donc, c'est comme ça un peu que moi j'ai compris le film. Et le film renvoie vraiment beaucoup cette thématique-là. Beaucoup plus que les thématiques, ouais, oui, on est contre l'établissement. Oui, c'est là et tout. Mais il y a toujours le thème principal de l'héritage. Parce que tout le film, la filmographie de Ryan Coogler, c'est toujours sur l'héritage. C'est ça qu'il faut se concentrer quand on regarde le film de ce gars-là. Mais celui-là, il est beaucoup plus vindicatif. Les performances sont vraiment géniales, hein. Le petit jeune, là, je le connaissais pas. Je crois que c'est son premier rôle. Et tout, apparemment, il est le back vocaliste de Her, la chanteuse Her et tout. Et après, maintenant, il est en train de créer sa propre carrière musicale. Je pense que ce film-là va lancer un peu sa carrière, un peu, il a une très belle voix, c'est un incroyable bluesman, un incroyable musicien. La façon dont il joue vraiment comme un incroyable artiste de blues. La bande son de Ludwig Göransson est encore géniale. Ludwig Göransson et Ryan Coogler, c'est forcément un duo qui marche, puisque ce sont même des amis d'enfance, non, des amis d'université. Ils se sont connus à l'université. Et tout, Ludwig Göransson et tout, c'est pour ça que c'est lui qui fait la bande son, la plupart des bandes son de ces films. La performance de Michael B. Jordan, ça, il faut le dire, j'ai l'impression que c'est sa meilleure performance au cinéma, celui-là. Lui là, il commence à devenir, dans quelques années, il va finir légende d'Hollywood, hein.
Michael B. Jordan, c'est incroyable. Je pense que c'est sa meilleure performance au cinéma. Globalement. Sincèrement. Ce que j'ai vu là jouer les duos. Les duos, le duo de trucs, c'est vraiment pas facile ce qu'il a fait là. Et tout. C'est pour moi, et surtout, quand tu vois un peu la trajectoire du gars, Michael B. Jordan, je fais un peu cette parenthèse sur le truc, il n'est pas destiné à être une superstar, hein, le mec là. Pas du tout. Quand tu vois un peu les débuts de sa carrière, Hardball, The Wire, et après surtout dans les années 2000, 2010 et tout, où il avait plus des rôles de bon noir dans les middle class, dans la classe sociale middle blanc, la middle class sociale blanche un peu. C'était Charles Genetic, il était toujours le noir cool. C'était ça, les rôles dans les films Chronicle, dans, comment ça s'appelle un peu, même un peu Friday Night Lights, ou bien même encore le film, là, The Awkward Moment avec Miles Taylor et Zac Efron. La plupart des films qu'il jouait, Les Quatre Fantastiques, etc. Il jouait toujours le bon cool noir. C'était pas quelqu'un et autre et tout. Et l'arrivée de Ryan Coogler et tout, ces deux-là ont réussi à s'extirper, hein. En tout cas, Michael B. Jordan, ça a permis à Michael B. Jordan de s'extirper un peu de ses rôles un peu basiques et de pouvoir faire preuve de pouvoir mieux exprimer son jeu. Avec Ryan Coogler, où justement Ryan Coogler lui arrivait à écrire des histoires qui parlaient beaucoup, beaucoup, beaucoup à la communauté afro-américaine, comme l'a été avec Fruitvale Station, et c'est là où l'acteur Michael B. Jordan est vraiment né, grâce à Ryan Coogler. Et à partir de là, qu'on a vu ses performances à Creed, qu'on a vu ce truc, et après Killmonger un peu qui a martyrisé, qui l'a fait devenir un sex symbole un peu pour ces femmes-là qui ne le calculaient pas quand il était dans Chronicle, Friday Night Lights et tous les films-là et tout. C'est là où les femmes noires voulaient venir le regarder à partir de Creed et surtout Killmonger. Et c'est pour ça même encore dans vos têtes, c'est un peu un sex symbole parce que vous, dans vos têtes, vous regardez Killmonger, vous regardez pas Michael B. Jordan et tout. Donc, c'est à partir de là qu'il est vraiment devenu incroyable. Et depuis là, même comme il est devenu réalisateur aussi lui-même, il a commencé à réaliser ses propres films aussi. Puis c'est Creed 3 et qui va réaliser aussi le prochain film qu'il va réaliser, c'est encore lequel? Il a fait Thomas Crown. Je crois que c'est ça qu'il a même en train de travailler en ce moment aussi, entre-temps. Entre-temps, depuis, j'ai vu ça en septembre, qu'il était en train de réaliser il est en train de travailler sur la réalisation de ce film-là aussi. Et il devient vraiment incroyable, quoi. Il devient vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Et là, je pense que c'est son meilleur rôle, hein. C'est vraiment son meilleur rôle. C'est jouer deux personnalités distinctes comme ça, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est un tour de force. Et moi, je dis, une nomination aux Oscars ne serait pas volée. Ne serait vraiment pas volée parce que la performance que j'ai vue de lui là, c'est sa meilleure performance au cinéma. Je le dis pas parce que c'est le dernier film qu'il faut faire un peu dans la hype. Je ne suis pas dans la hype, mais ce que j'ai vu de lui, c'est quand même un peu plaisant de voir quelqu'un qui n'était pas destiné vraiment à être un jeune premier. C'est pas un Zac Efron, Michael B. Jordan. Zac Efron, ça, on l'avait destiné. Bon, toi, tu vas être jeune premier. Mais lui, il ne l'était pas. Il voit qu'il est maintenant, lui, la star de truc et que c'est un afro. Moi, je trouve que c'est beau, surtout pour le jeune geek que vous voyez apparaître sur l'écran là. C'est des belles histoires que j'aime beaucoup. Et puis, voilà. Ah oui, j'ai oublié même. Dans l'influence aussi Sinners aussi de Ryan Coogler, il y a beaucoup l'influence de certains films aussi que j'ai remarqué. Il en parlait même dans le Breakfast Club, un peu cette interview de Breakfast Club. Les films comme Dead Ringers, les films comme, je crois, Tenet aussi, parce que c'est toujours les thématiques sur des jumeaux. Dead Ringers, Tenet. Dead Ringers, c'est le film de Cronenberg. Bon, il a dit qu'il s'inspirait de la série, mais le film aussi est aussi là, puisque c'est un film sur des jumeaux, joué par, comment il s'appelle encore là? Jeremy Irons, je pense. Avec Jeremy Irons et tout à l'époque.
tous les thématiques des films un peu sur les jumeaux, de Prestige et tout. Christopher Nolan aussi pour le truc un peu de l'IMAX. Et surtout aussi Christopher Nolan un peu, je pense qu'il a beaucoup influencé Coogler à écrire ses méchants. Parce que Christopher Nolan, David S. Goyer et Jonathan Nolan, généralement quand ils travaillent sur des projets ensemble, notamment les projets des Batman là, ils avaient un truc qui disait que les vilains, pour écrire un vilain, c'est pour qu'un vilain soit vraiment effectif, il faut que le vilain dise la vérité. C'est-à-dire, il sort une vérité qui est désagréable pour les gens et que tu sois un peu confus parce qu'il est peut-être un méchant, mais il dit une vérité qui est crue et qui est intéressante. Et c'est comme ça que l'autre écrit ses vilains, Christopher Nolan en général. Et c'est la même chose que Ryan Coogler écrit ses vilains. Dans les trucs là où il a eu des vilains intéressants, je parle notamment le personnage de Killmonger dans Black Panther et le personnage un peu le blanc dans Sinners, c'est des vilains qui ont un peu qui disent des vérités qui sont dérangeantes. C'est des vilains qu'on n'arrive pas à les détester. Il humanise même ses vilains. C'est des trucs et c'est Christopher Nolan qui l'a appris ça puisque lui c'est un fan aussi de Christopher Nolan. Il dit que ce qu'il a marqué c'était de regarder The Dark Knight et tout. Donc c'est pour ça que même les formats IMAX qu'il utilise et tout, c'est le format par rapport à Christopher Nolan. Bref, tout ce bavardage pour vous dire que le boy que vous voyez là, c'est un futur grand de l'histoire du cinéma américain. Ça, il a déjà prouvé à partir des trucs. Sa filmographie est propre. Sa filmographie est propre. Mis à part Black Panther 2, que je regarde un peu avec les yeux là, que je fais comme si ça n'a pas existé dans sa filmographie parce que bon, vous voyez un peu l'affiche là, le truc qui est Disney à l'époque, ils lui ont imposé un peu les conneries là, puisque Chadwick Boseman est mort, on va faire comme si ça n'a pas existé dans sa filmographie, parce que en plus même je pense pas qu'il a vraiment écrit le film là. Mais le reste est magnifique. Le reste est magnifique. Et là, maintenant qu'il a sa société de production et qu'il commence à partir pour écrire une histoire beaucoup plus indépendante, et des histoires beaucoup plus indépendantes des studios. Je suis encore bien curieux de voir ce que sera la suite de sa carrière, qui est déjà immense pour quelqu'un qui est encore très jeune, très jeune, 37 ans, réalisateur. C'est jeune, avec la filmographie qu'il a déjà, c'est très jeune. Et moi, c'est ce truc, hein, ouais, ça c'est le gars là, lui, c'est votre truc Black Excellence là, il incarne ça, hein. Il incarne totalement ça, hein. Ce que vous aimez dire Black Excellence là, il incarne beaucoup ça. Il incarne l'excellence vraiment noire et dans le bon sens du terme, sans pour autant être dans un bullshit élitiste ou quelque chose. Et même quand tu vois les interviews, il parle vraiment comme l'homme du quartier, hein. J'aime bien qu'il garde son accent de Auckland là comme ça là parce que c'est bien de montrer que l'intelligence c'est pas l'accent. C'est comme un peu quand les gens me voient là avec mon accent camerounais, j'aime bien garder l'accent camerounais pour que tu dises c'est pas parce que j'ai un accent que je ne réfléchis pas et que je ne m'intéresse pas et que j'ai pas du goût dans les choses. Et j'aime bien que Ryan Coogler renvoie ça aux gens. Bien ça, qui garde bien son accent. Parce que quand on voit l'accent toulousain, l'accent du sud, du Mississippi, l'accent anglais, on trouve ça magnifique. Mais quand toi, le noir, tu viens avec ton accent, ça devient, ouais, l'accent du village. Bon. Euh, J'aime bien montrer que, oui, je peux avoir l'accent comme ça, mais l'accent, ça ne définit, oui, ça fait partie de ma personnalité. Et tout. Et ça m'empêche pas d'aimer les bonnes choses. Et j'aime bien que Ryan Coogler renvoie beaucoup ça dans ses interviews. Bref, si vous n'avez pas vu mon sujet sur lui, il est déjà sorti. Je le mettrai encore le lien en description. Et je crois que c'est tout hein, sur Synapse. C'est tout ce que j'ai à dire sur le film. C'est tout ce que j'ai à dire sur le truc. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Et à plus pour d'autres aventures.